Novak Djokovic explose, disperse, ventile Andrei Rublev et se qualifie aisément pour les demi-finales. Alors là, on doit se poser une question, est-ce qu'il est meilleur blessé? C'est incroyable, c'est quoi ce niveau là de jeu depuis 2 matchs? En fin de vidéo, on se retrouve avec mon nouveau partenaire Winamax pour un coin prono hyper détaillé, mes pronostics avisés sur les demi-finales. Mais avant ça, on revient sur les derniers quarts de finale qui ont eu lieu cette nuit, et on se retrouve juste après ça. J'entends le loup, le renard et la belette. Non, désolé, c'est mon côté breton qui ressort là, rien à voir. On commence cette vidéo avec l'analyse détaillée du match entre Paul et Shelton. Shelton qui a illuminé ce tournoi, c'est la révélation de cette Open Australie. On doit revenir en détail sur ce qui s'est passé et ça va nous permettre de préparer également la demi-finale entre Novak Djokovic et Tommy Paul. Alors voilà, on a tout de suite compris que Shelton était un peu inconstant au niveau du retour de service. Il a tenté des retours de service bloqués qui n'ont pas fait très mal à Tommy Paul dans cette rencontre. Les statistiques, elles sont éloquentes. C'est famélique, hein. C'est mouille famélico. Alors les stats, c'est 14% derrière la première adverse. Donc c'est-à-dire que Tommy Paul a remporté 86% de ses points derrière sa première et il est simplement à 33% derrière la seconde adverse. Et surtout, l'une des grandes qualités de Tommy Paul, c'est sa capacité à générer son propre pace, son propre rythme en revers. Ici, il va immédiatement se jeter dans la balle. Paul qui est un joueur extrêmement facile. Dans le premier set, on a revu pourquoi Ben Shelton était aussi séduisant sur un court de tennis. C'est parce que on a une main, on a une grande confiance. J'estime ce joueur comme un bulldozer fin, un bulldozer sensible. Vous savez, il y a une espèce d'antinomie dans son tennis. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Alors voilà, il a une espèce de dualité dans son jeu, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer des bûches en première, même en deuxième, hein, on l'a vu servir un ace en deuxième balle assez tôt dans le match, et bah, il a cette petite main, il est capable de faire une demi-volée ici et d'enchaîner derrière pour remporter le point, les amortis également en coup droit qui sont délicieusement masqués, donc c'est un package très complet et c'est un joueur qui est super charismatique, je trouve. Il a vraiment le potentiel pour devenir l'une des futures stars du circuit, vraiment. Ce match, c'était aussi l'occasion de revoir Brad Steen, qui est un coach américain légendaire qui a entraîné Jim Courier pendant quasiment l'intégralité de sa carrière. Alors là, il fait pas le signe va des rétro Satanas, hein. Il est en train d'expliquer que Shelton va servir sur le T, et en fait non, Shelton va servir à l'extérieur, et ça nous montre à quel point aussi ce match s'est déroulé dans des conditions de bonne humeur, de bonne entente entre les deux hommes, et le tennis américain qui continue à produire d'excellents joueurs, et là il y a vraiment une densité, une génération, une émulation qui est en train de se créer avec les Tiafoe, avec les Paul, avec les Fritz, avec les Opelka. On aimerait bien avoir ça en France. Tipeee qui arrive à basculer dans le tie-break du premier set en ferraillant, en engageant un rallye, il fait un mini-break et du coup il se détache à la toute fin du tie-break, et on arrive sur un moment fort de la rencontre. C'est à 2 partout dans la deuxième manche, il y a 2 balles de break pour Shelton, elles vont être écartées ici par un service qui a beaucoup fonctionné, qui pourrait peut-être ou pas faire mal à Novak Djokovic. C'est le service côté égalité extérieure qui déporte Shelton qui a essayé de se lancer dedans et qui a souvent, qui est souvent parti à la faute. Donc ça a été assez problématique. Et on a également un secteur qui a été fondamental dans cette rencontre, c'est les balles de break. Paul qui est à 3 sur 15 sur l'ensemble de la partie, qui a mis la pression, une pression régulière sur les services de Ben Shelton, alors que, à contrario, Shelton n'est qu'à 2 sur 4. Et c'est surtout dans le troisième qu'il a produit l'effort. Là on est dans le cœur du combat, c'est là que ça s'est passé ce quart de finale. Sur le jeu suivant, on est à 3-2, Shelton qui va baisser en intensité, et ça tu peux pas à ce niveau-là en quart de finale de Grand Chelem, c'est pas possible de lâcher des jeux, enfin tu peux le faire mais tu vas perdre du coup si tu joues contre des joueurs de très très grande qualité. Donc on va avoir une double faute, un service volé raté, 2 fautes directes ici, il va satelliser un coup droit, une merguez avec un tout petit peu trop de moutarde, et ça c'est pas bon, hein. Tommy Paul qui se détache dans ce quart de finale, et on se dit bon, à partir du moment où il y a le break au milieu du troisième, bon ça va être réglé voilà, en 3-7, il va pouvoir se reposer, et puis il est un peu retombé dans cette forme de relâchement qui le symbolise. Ce joueur, il a 25 ans et il a mis un peu de temps à percer parce que c'est un immense talent Tommy Paul, mais un peu trop nonchalant parfois, et ça se retrouve encore parfois dans certaines portions de ses matchs. Donc il va y avoir une double faute, 2 fautes directes ici, notamment c'est un 1-2, mais aussi sur des coups d'approche qui étaient un peu simples pour son niveau et qu'il va rater, et ça va relancer Shelton. On remet une pièce dans la machine.
Je voulais vous montrer ça, on a eu une fin de 3e set géniale qui est partie dans tous les sens, Shelton qui a été létal sur ses balles de break 2 sur 2 et Paul 1 sur 8 simplement. Shelton qui a réussi à extraire également des faux directs avec son style carnassier offensif et j'adore l'attitude, le langage corporel de ce joueur sur un court. On a le smile, on sourit, on est heureux d'être là, on prend du plaisir, on aime la compétition, on aime les ambiances chahutées. Et alors on verra l'évolution de la carrière de Shelton s'il arrive à rester dans ce mindset-là. S'il arrive à rester là-dedans, franchement, ça va être un délice. Je vous ai parlé de mini relâchement, et bien c'est la dernière palette parce que le 4e set n'aura plus beaucoup d'intérêt après ce jeu de double faute de la part de Ben Shelton. Les débuts de set, c'est impératif de bien rester concentré et je pense que Ben Shelton était un peu arrivé au bout de ses ressources mentales. Mais il y en a un qui n'est pas arrivé au bout de ses ressources mentales, c'est Novak Djokovic. Vous connaissez Molière, le malade imaginaire? Ah, les gens, là, c'est tout de suite. Oh non, on est trop susceptible. Non, il a dit, le malade imaginaire, Novak Djokovic, il a pas le droit, on n'a pas d'humour, nous. Novak Djokovic, justement, alors... On va répondre à cette question qui vous turlupine. Est-ce qu'il est meilleur blessé? Parce que là, depuis 2 matchs, c'est lunaire, c'est cosmique le niveau qu'il arrive à produire. Alors oui, je pense qu'il est meilleur parce que il est totalement relâché et il est concentré sur un plan de jeu très précis qui est celui de jouer d'une manière offensive et regarder, observer sur les matchs son haut du corps. Tout ce qui se passe entre la taille et la tête. C'est hallucinant à quel point il est en pleine maîtrise, il est compact. Ici par exemple, la balle elle est très longue, il va la redistribuer avec une précision diabolique. Donc il reste dans la balle sur ce coup, et moi ce qui me terrorise en fait avec le niveau que produit Novak Djokovic, c'est à quel point il est en pleine maîtrise de ce système de jeu. Et ce relâchement, il est utile dans les rallyes, sur les 1-2, sur son service. Et ça fait que là, on se retrouve avec un joueur qui est quasiment au sommet de son art, même si sur certains compartiments défensifs, il est un tout petit peu en dessous. Quelque chose de très prégnant aussi dans ces rencontres, c'est à quel point il tente un peu plus le coup définitif. Il est à 32 winners, 21 fautes directes, 14 aces dans cette rencontre. Ici par exemple, il n'est pas obligé d'aller viser la ligne là, dans cette séquence, mais il va le faire quand même, parce que il tente un peu plus les coups définitifs, il a envie d'abréger, et quand t'es en face, tu prends un dragster en pleine poire, quoi. C'est un truc de malade, c'est un peu différent que ce que peut produire Novak Djokovic habituellement, où c'est plutôt un joueur qui alterne entre la gestion, le contre, la défense, l'épuisement adverse, jouer les bonnes zones pour pointer les faiblesses de son adversaire. Puis on a vu également à quel point la pression qu'il exerce sur les retours font que tu dégoupilles. Double faute ici, une autre double faute à 4-2 dans la deuxième manche, et il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Pourquoi les adversaires de Novak font des doubles sur des balles de break, sur des points super importants? Parce qu'ils savent que s'ils servent une deuxième à 130-140, ils vont se faire absorber la cervelle. Il va faire un retour pleine ligne cosmique, le mec c'est téléguidé, hein, franchement. C'est une voiture téléguidée. Prochaine palette, et... Oh, ça a l'air de faire mal, ça. Non, mais plus sérieusement, Novak qui évite les positions défensives sur ce tournoi. On l'a entendu crier, ça l'empêche pas de faire des glissades et de défendre d'une manière remarquable, de se déplacer à un niveau tout simplement exceptionnel. Et je pèse mes mots. Djokovic, comme à son habitude, souriant et de bonne humeur sur le court aujourd'hui, et surtout la stat que je voulais vous indiquer, qui est juste en bas à droite. Regardez les coups après la deuxième balle d'Andrei Rublev, qui est l'une de ses grandes faiblesses. Sur tout le tournoi, il était à 52% de coups droits, 48% de revers, donc c'est très bon. Et là, Novak, avec ses retours télescopiques, il l'a maintenu à 78% de revers en plus 1 derrière la deuxième, donc nécessairement, le pourcentage de Rublev derrière sa deuxième, c'était de 32% simplement. Il s'est fait grignoter. Ça a été une énorme branlada, on n'y croyait pas du tout. D'ailleurs, trop mignon, vraiment, vous êtes trop mignons, certains dans les commentaires, à dire « Oh non, le gros test contre Rublev, il va se faire manger, peut-être que Rublev va réussir à exposer ses faiblesses. » Mais non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Retour très long de Novak Djokovic, Rublev pris qui est sur l'arrière, qui va faire la faute. Rublev qui n'avait aucune chance, aucun plan de jeu pour ne serait-ce que un peu titiller un Novak Djokovic à ce niveau. On va reprendre notre sérieux quelques instants, on va terminer avec 2 dernières palettes avant d'arriver sur le coin prono, et le langage corporel de Novak Djokovic qui est toujours intéressant, il faut toujours regarder ce qui se passe entre les points, et si vous avez regardé cette rencontre, si vous avez regardé le tournoi de Novak Djokovic, je sais les matchs sont de nuit, c'est pas facile, régulièrement quand il perd un point, on va le voir lâcher sa raquette, blâmer son physique, son clan, se trouve des excuses
mental à ses échecs, et du coup il peut immédiatement repartir sur son plan d'action qui est un plan offensif. Et je pense du coup que le fait d'avoir cette douleur, ce truc un peu problématique au niveau de la cuisse, ça lui permet vraiment de bien compartimenter et d'être encore plus efficace. Et dernière palette sur cette rencontre, il y a eu un peu de vent, et du coup Novak Djokovic n'aime pas jouer quand il y a du vent. Il faut pas qu'il y ait du vent, il faut pas qu'il y ait un peu de pluie, il faut que les conditions soient parfaites. Et en fait, vu que Novak Djokovic est le fils de Dieu, eh bien les cieux l'ont écouté et le vent s'est calmé. Et on bascule avec le coin prono sponsorisé par Winamax, les Winamis, la fusion extraordinaire entre service volé et Winamax, on se croirait dans DBZ. Alors évidemment vous voyez le logo en bas à droite, jeu exclusivement réservé aux adultes, je le reprécise, c'est super important. Jeu plaisir et responsable, ça ne remplace pas un travail. Vous avez dans la description un lien si vous souhaitez vous inscrire et jouer sur vos compétitions favorites avec un potentiel free bet jusqu'à 100 €. On commence avec le premier match, la première demi-finale entre Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov. Il y a 5-0 dans les oppositions, vous le voyez en détail, on a Shanghai 2 fois, Rotterdam, Canada et Rome. Alors on va comme d'habitude détailler 3 clés essentielles de compréhension pour bien se positionner sur cette demi-finale. D'abord, je pense que la clé la plus essentielle, ça va être la qualité de service des deux joueurs, le contrôle du +1 en coup droit. Si vous faites défendre Karen Khachanov sur son revers, ça risque de lui poser des difficultés. Et c'est d'ailleurs, je pense, la deuxième clé de cette opposition, ça va être la transition défense-attaque. Qui va réussir à mettre le plus de pression sur les jeux de service adverses? Et à ce niveau-là, je pense que Stefanos est mieux placé, c'est un joueur qui a une meilleure transition défensive. Et la troisième clé, c'est l'approche mentale. Karen Khachanov qui s'est livré sur sa nouvelle approche, qui disait qu'il se sentait davantage légitime après sa demi-finale à l'US Open la saison dernière. Et de son côté, Tsitsipas, lui, il dit « Je prends beaucoup de plaisir sur un court, j'ai également switché mon approche ». Concrètement, cette analyse est une balance qui penche en la faveur de Stefanos Tsitsipas. Elle se retrouve dans les cotes, et je pense vraiment que Tsitsipas va s'imposer. La question, c'est est-ce que Karen Khachanov va réussir à lui prendre un set? La cote pour un set, elle est à 1,34, ce qui est peu ou prou la cote pour la victoire de Stefanos Tsitsipas. Donc voilà, on va rester sur la victoire de Steph. Alors la cote n'est pas encore tombée sur le Novak Tommy Paul. Par contre, je vais déjà vous donner les clés de compréhension de cette demi-finale. Alors première opposition entre les deux hommes. Ce qu'on va observer, c'est le maintien du relâchement chez Novak Djokovic, que ce soit dans le jeu, mais également au service. Sa qualité de service, elle est absolument prodigieuse. Le deuxième point, c'est, je pense que Novak va beaucoup faire défendre Tommy Paul, et c'est très loin d'être sa qualité principale. Paul, il est plus dans la réorientation et le contrôle offensif derrière son service, et surtout, le problème, c'est qu'il va se faire relancer à tort et à travers. S'il y a un micro-espoir pour Tommy Paul, mais on n'y croit pas trop non plus, c'est le match qu'il avait sorti contre Rafael Nadal à Paris-Bercy. Il avait été super agressif, côté revers, côté coup droit, il avait exposé les faiblesses défensives de Rafael Nadal, donc il faudra voir s'il est capable de faire ça, de produire ça avec son revers croisé sur la défense côté revers de Novak Djokovic. Il faut réussir à le faire sur un best of 5 face à un joueur qui joue à un niveau absolument terrifiant depuis 2 matchs. J'ai beaucoup de mal à y croire, je vois un ratio 80-20 pour Novak Djokovic. Par contre, un set pour Paul, ça peut éventuellement passer à voir, et encore, hein, vu le niveau cosmique de Novak. On se retrouve du coup vendredi pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez les citrons.